Bonsoir et merci d'être là pour la reprise de ce cycle Images citées qui a lieu à peu près une fois par mois. Donc avec pour principe d'accueillir un ou une photographe et quelqu'un qui est à chaque fois différent pour discuter avec lui. Et dans ce domaine très vaste que sont l'architecture, le paysage, la ville, l'environnement. Donc ce soir, nous accueillons Laurent Millet et Sabine Herman. Laurent Millet est photographe et plasticien. Il enseigne également à l'École supérieure d'art et de design d'Angers. Les œuvres photographiques de Laurent Millet sont des créations hybrides qui prennent naissance dans l'espace au moyen d'autres médiums comme la sculpture, le dessin ou l'installation in situ. Je reprends les propos de Michel Poivert. Laurent Millet nous dit ce qu'est une image dans la tradition philosophique, un fait de conscience. Renonçant, semble-t-il, à croire que les images ne sont plus que des faits sociaux vampirisés par le monde des médias, Laurent Millet propose de renouer avec cette idée fondamentale. L'image, c'est l'affaire de l'imagination. Diplômé d'une école supérieure d'art, Laurent Millet a été l'assistant de Lucien Clergue, puis de Jean Dieuzède, membre de la Casa Velasquez de 2007 à 2009. Il a reçu le prix Nadar en 2014 et le prix Niepce en 2015. Ces photographies ont été notamment exposées au Musée des Beaux-Arts de Santa Fe, au Musée Nicéphore-Niepce, aux Rencontres internationales de la photographie, aux Rencontres de lecture, et j'en passe. Toutes ces précisions, vous les retrouverez sur son site internet, ainsi que la liste de toutes les grandes collections publiques et privées dans lesquelles on peut trouver ces œuvres, autant en France qu'aux États-Unis. Plusieurs monographies sur son travail ont été publiées. Là non plus, je ne vais pas en faire la liste. Simplement te demander quelle est la dernière. La dernière est une monographie destinée c'est juste la série dont on voit une image là actuellement sur l'écran. Voilà. Et qui a été éditée par Photokino, un lieu de Marseille. D'accord. Et sinon, tu es actuellement encore en résidence au Centre photographique de Normandie, ou c'est terminé ? Le projet est en cours. Le projet est en cours, et on verra une exposition l'année prochaine, au mois de mai, donc au Centre photographique de Rouen, et c'est un travail qu'on ne va pas montrer ici pour ne pas dévoiler, mais qui est sur les collections anatomiques du musée de l'anatomie du docteur Ozou au Neubourg, au sud de Rouen. D'accord. Et sinon, en ce moment, on peut voir une photographie ou plusieurs à l'exposition noir et blanc à la BNF ? Alors oui, il y en a plusieurs dans les deux expositions, dans celle sur le noir et blanc et celle sur l'épreuve de la matière. D'accord. Bon, belle expo. Et Sabine Herman, après un double cursus en philosophie et arts plastiques, Sabine Herman a soutenu une thèse d'esthétique intitulée « Laissez voir, contemplation et photographie ». Elle a exercé comme photographe indépendante de 2000 à 2012 et depuis 2010, elle dessine en amateur. Depuis 2006, elle enseigne au sein de la formation paysage de l'École nationale supérieure du paysage de Lille, où elle accompagne les étudiants dans la production et la manipulation des images dans différents contextes. Elle développe une activité de recherche au sein du laboratoire LACT, laboratoire conception territoire histoire. L'ensemble de ses travaux théoriques s'intéresse aux techniques, aux appareils et aux dispositifs de médiation et de médiatisation du paysage et du projet de paysage. Dans sa réflexion, elle cherche à distinguer les modes de présentation et de réception de l'architecture de ceux du paysage. Elle peut y engager tout à la fois ses compétences de chercheuse et celles de faiseuse d'images. Son habilitation à diriger des recherches, soutenue en mai dernier, aboutira à un ouvrage intitulé « Le paysage comme observatoire des pratiques d'image » chez quel éditeur ? Pas encore, d'accord.
Elle collabore par ailleurs au réseau Critique et Projets de Paysage, un réseau interécole qui est consacré à l'exercice critique des projets d'espace public. Et elle a été membre du comité éditorial de la revue interécole Projets de Paysage de 2012 à 2019. Et elle fait partie de son conseil scientifique depuis 2019. Je vous laisse la parole et merci d'être là. Merci Aude beaucoup pour cette invitation et cette invitation qui m'a fait découvrir en fait le travail de Laurent Millet que je ne connaissais pas et dans lequel je me suis baladée avec énormément d'intérêt et de plaisir ces quelques semaines pour préparer cette projection. La première chose qui m'a intéressée quand j'ai découvert ce travail, qui m'a interpellée, c'est que quasiment tous les travaux de Laurent Millet côtoient les dimensions de l'architecture ou du paysage, mais qu'il n'emploie quasiment jamais la photographie comme moyen de représentation de l'architecture ou du paysage. Et ça croisait mes propres préoccupations et mes propres intérêts. Et donc, j'ai proposé à Laurent de présenter son travail en 4 chapitres qui m'ont semblé être 4 voies qu'il ouvre, au moins ces 4-là, pour justement qui sont comme des voies d'échappée, que moi je lis comme des voies d'échappée des dimensions de la représentation. Une manière d'être pas loin, mais d'être pas dedans. Voilà. Et donc ces 4 chapitres, j'ai proposé que le premier aborde le rapport particulier que Laurent Millet a à la géométrie. Je lui ai ensuite proposé un chapitre qui s'appelle « Objet de pensée » et où j'ai rassemblé des travaux qui me semblent pouvoir peut-être introduire le rapport qu'il a à l'acte de construire dans son travail et la définition qu'il a de ce mot « construire ». Un 3e chapitre qui abordera plutôt ces différentes relations au paysage, différents rapports qu'il entretient avec le paysage, et enfin un 4e chapitre qui sera consacré à des travaux où il me semble qu'on peut dire qu'il habite ces images. Voilà, donc on va commencer par ce premier chapitre sur la géométrie. Moi, ce qui m'a tout à fait interrogée par rapport à ces travaux, c'est que souvent, quand on parle de géométrie avec des photographes ou des peintres, on rentre très vite dans une discussion sur la composition de l'image. Et dans ces travaux, dont beaucoup tournent autour de la géométrie, il s'agit, même si c'est des images, de la géométrie tridimensionnelle, de la géométrie des objets. Ce qui est évidemment plus original, moins habituel comme rapport à la géométrie quand on fait de l'image bidimensionnelle. Et donc, peut-être commencer par ça, par ce rapport à la géométrie des objets. Oui, il y a un rapport à la géométrie des objets, mais comme dans presque tout le temps dans mon travail, les choses commencent par un désir de s'approprier très très fort des choses qui ne sont pas encore des objets, et qui existent dans les livres. Et poursuivi par ce désir de rencontrer véritablement ces choses et d'établir une interaction avec eux qui soit pas que d'un ordre intellectuel, mais aussi d'un ordre tactile, physique, et de vraiment
être en connivence avec eux, puis d'avoir la certitude de me les approprier. Ce désir de s'approprier les choses, c'est hyper présent, vraiment. Et donc, partant de ce désir-là, quand j'ai une fascination pour des objets, en l'occurrence, là, ce qu'on voit, c'est de la géométrie euclidienne conçue par... à la base, parce que c'est ce que j'en ai fait, mais à la base, c'est un schéma de géométrie euclidienne créé par Oliver Byrne au milieu du 19e siècle. Et ce monsieur se met en tête, dans un souci pédagogique, de développer une charte de couleurs afin de l'appliquer à la géométrie euclidienne pour pouvoir l'enseigner plus facilement. Et ça produit donc une édition qui est tout à fait étonnante pour l'époque, dans laquelle il y a une collection de schémas de géométrie qui sont d'une élégance incroyable, et avec une application de la couleur qui est d'un ordre pas tellement sensible, mais plutôt... il y a une sorte de protocole dans la façon dont il utilise la couleur, et qui préfigure un peu la façon dont ces couleurs primaires seront utilisées 70 ans plus tard par les avant-gardes. Et ce livre m'a poursuivi pendant assez longtemps, et puis il y a eu un moment où le désir de voir exister ces schémas fait que, de façon assez simple, je les étire, je les sors du livre. Il y a une sorte d'étirement assez naturel de la forme qui se produit, et qui fait que le schéma initial prend une profondeur, et je me mets assez naturellement au départ à le dessiner. J'avais à ce moment-là, il y a tout un réseau d'images qui se télescopent, comme les dessins de Nathalie Dupasquier, des choses que j'ai pu faire auparavant aussi, et à partir de ce mélange d'images, il y a un ensemble de dessins initiaux qui sont conçus, puis assez rapidement, en fait, le désir de vraiment voir cette chose en volume fait que dans l'atelier, voilà, je les ai conçus en carton. Donc là, ce qu'on voit, c'est des objets en carton. Ouais, c'est des objets en carton. Mais j'ai à cœur que cet objet, dans la façon dont je le réalise et dans la façon dont je le photographie, il garde une forme d'ambiguïté dans sa nature. C'est-à-dire... j'ai pas envie de complètement couper son lien avec le schéma d'origine. Son rapport à la verticalité, à la platitude, les aplats de couleurs, on peut déceler les signes du volume, mais en même temps, ils sont pas, dans toute la série, ils sont pas très, on va en regarder une autre, ils sont pas exacerbés, les ombres sont extrêmement douces, les couleurs ont parfois peu de modelé, et donc j'avais à cœur de laisser, voilà, une forme d'incertitude. Et je me suis beaucoup concentré sur la couleur, en fait. Comme souvent dans le travail aussi, d'ailleurs, si j'introduis cette idée de la couleur, c'est aussi pour en venir à un aspect technique. La technique est chez moi extrêmement importante dans la façon dont je matérialise les images. Pour moi, ça participe, c'est-à-dire matérialiser l'image avec différentes techniques photographiques, c'est aussi important que de construire l'objet en carton. C'est une sorte d'achèvement de la sculpture. L'objet en carton n'est qu'une étape pour constituer la vraie sculpture qui est l'image, finalement, à la fin. C'est quand même drôle de dire ça, la vraie sculpture qui est l'image. Mais c'est quelque chose qui est dans quasiment tous vos travaux, cette mise en place de l'incertitude entre ce qui est de l'ordre de l'image, de l'ordre de la photographie, de l'ordre du dessin, de l'ordre de la sculpture, effectivement. Oui, souvent, en fait, les objets ou les choses qui m'intéressent dans les livres sont des choses qui ont ce sont déjà des images, mais elles ont une sorte de devenir image supplémentaire que je discerne. Je sens une sorte d'entre-deux dans ces objets, une capacité à être à la limite du volume et de la deux dimensions. Et d'ailleurs, il y a une chose assez étonnante, c'est que cette capacité de certains objets à être dans cette sorte de distinguo assez mince
assez étroit, eh bien, comment dire, j'ai remarqué que la plupart des objets en question étaient des objets qui étaient destinés à une forme de pédagogie. Oui, parce que ça, au départ, ce sont des objets pédagogiques. C'est des objets pédagogiques, ouais. Peut-être vous pouvez montrer d'autres séries pour voir comment ça fonctionne dans d'autres travaux. Et alors, juste, je reviens sur la couleur. Là, en l'occurrence, c'est une technique photographique qui est donc c'est de la gomme bichromatée en couleur, et c'est une technique dans laquelle j'utilise avec un souci, comment on pourrait dire, selon un protocole très strict, les couleurs, de la même façon que Byrne le faisait dans son impression originale. Et donc pour moi, c'est une technique que j'ai développée, mais qui est largement issue des techniques qui ont été développées en photographie couleur dans les années 1860 ou 70, au tout début des expérimentations couleur. Et pour moi, c'était important aussi d'avoir... là, vous le discernez pas, évidemment, l'image est un peu dénaturée par son format et par la distance avec laquelle vous la regardez. Le format original est un 40-50 et il a une granularité tout à fait particulière qui affleure vraiment et qui vient comment dire, velouter et verticaliser l'image, radicaliser un peu aussi la sensation de planéité des parties, enfin des plans colorés. Et la taille des objets, c'est quoi? Les objets sont des objets de taille relativement pas très important, il faut une 60aine de centimètres en général, de telle sorte que je puisse avoir des objets qui soient photographiables facilement en étant absolument net du premier plan au dernier plan. En fait, c'est ça qui conditionne de telle sorte qu'on n'ait pas un sentiment de fuyant, enfin pas de fuyante, mais de plan flou, qui est le signe de l'optique qui passe par là. J'avais envie de nier un peu ce truc qui accompagne la visée optique, qui est souvent la part du flou, quoi. Là, on est passé à un autre travail. Donc c'est toujours la même série. Ah non, c'est toujours la même série. C'est toujours la même série. Certains objets ont effectivement une identité un peu différente. Là, on est assez proche de presque du cirque ou de certaines cabanes de plage de Tati il y a quelque chose il y a une forme de légèreté aussi dans toutes ces formes que les croquis originaux n'avaient peut-être pas. Parce que je les approche aussi comme quelqu'un qui ne comprend absolument pas la géométrie d'Euclide. J'ai une façon de m'approprier ça qui passe pas par une connaissance approfondie du domaine en question. C'est une sorte de rêverie active, comme Bachelard le dit, une rêverie active de cette sorte de petit domaine que je découvre et dans lequel je m'introduis et dont je capte un certain nombre de choses, mais de façon selon ma perception assez étroite, finalement, de ce que je vois. Donc, cette récurrence de la géométrie, elle est pas du tout liée chez vous à une formation particulière à la géométrie? Non. Ça, c'est une sorte d'autre jeu coloré dans lequel en fait, s'élabore une sorte de système de projection en direct sur un livre. C'est-à-dire ce qu'on voit, l'arrière-plan, c'est une édition assez banale de géométrie descriptive qui date des années 60. Donc le livre est ouvert sur une table et sur lequel j'ai posé un certain nombre de petites constructions assez simples en gélatine colorée. Et cette construction se projette. Il y a de la lumière qui est dirigée de telle sorte que des ombres colorées naissent de la projection de la lumière à travers cet objet en matière transparente colorée que j'ai fabriqué. Sur les originaux qui sont de petite taille, là c'est des images qui font 20 cm sur 25, on distingue d'ailleurs un certain nombre d'imperfections dues au scotch, dues à la fabrication de cet objet. La matérialité du papier, de l'arrière-plan est importante elle aussi. Et là encore, c'est le fait de s'approprier directement le livre, de le confronter
un volume, à la question de la couleur. Enfin, pour moi, il y avait il y a un aspect vraiment ludique assez. Oui, mais justement, moi, en découvrant votre travail, il y a plein de travaux où je me suis demandé que moi, je reçois avec une forme d'ironie. C'est-à-dire que là, je ne sais pas trop, par exemple, sur ce travail, si finalement la projection de ces formes colorées est une forme, oui, d'ironie par rapport à la géométrie. Et je me suis demandé si c'était moi qui projetais cette ironie ou si elle existe vraiment dans vos travaux. En fait, non, je suis pas du tout ironique. Voilà. Mais j'ai eu un doute à un moment donné. Je me suis dit, non, en fait, je vis ça de façon assez directe. Je vivais pendant longtemps une forme de, l'incapacité à comprendre ces domaines que j'approchais comme une forme de ralentissement dans ma façon de me les approprier. Et en fait, au bout d'un temps, je me suis rendu compte que cette capacité à générer des images sur la base de choses que je comprenais que partiellement ou pas du tout, m'amenait parfois dans des sortes de contresens ou de rencontres qui pouvaient ne pas être productives au sens créatif du terme, parce qu'il n'y avait pas de sens ou que ça donnait quelque chose d'accidentel ou de formaliste, ou bref, mais que parfois mon incompréhension purement analytique du domaine que j'abordais ne me desservait pas dans la façon dont mon intuition pouvait quand même arriver à aboutir une perception plus sensible à un domaine qui, lui, ne l'est pas tellement, finalement. Et c'est une sorte de rêverie du fond de la classe. Oui, donc il y a du désir quand même pour ces domaines-là. Il n'y a pas de distance. Il y a une envie de géométrie. Non, c'est pas un désir de la rabaisser à un niveau où elle ne serait pas. Non, je la place à un niveau. C'est un vrai support de rêverie. Au contraire, c'est presque un éloge alors. C'est un éloge. C'est un éloge. Ouais. D'accord. Une autre géométrie qui m'a beaucoup fait rêver, qui n'existait pas non plus. À ma connaissance, avant que je me l'approprie de la sorte, c'est cette géométrie issue donc d'une période de temps qui est bien différente. Là, on est au XVIe siècle, ou entre le XVIe et le XVIIe. Elles sont issues d'un livre qui est lui aussi a un rapport à la pédagogie et je me suis rendu compte de ça tardivement, qui a un rapport à la pédagogie qui est assez fort, c'est-à-dire les livres destinés à l'explication des polyèdres donc à l'époque que je viens de citer, sont souvent des livres qui ne sont pas des livres de sciences pures. Ce sont des livres qui sont destinés souvent aux artisans, aux artistes, à leur faire expliquer les polyèdres de telle sorte qu'ils puissent les reproduire pour créer un certain nombre d'objets ou de décorations destinés au cabinet de curiosité, destinés à l'élite qui achetait ces objets-là. On se souvient d'ailleurs dans les livres de Dürer de l'époque, il représente un certain nombre de polyèdres à plat, c'est-à-dire éclatés avec les faces qui sont toutes à plat, de telle sorte qu'on puisse mettre une autre feuille sur le livre qu'il a édité, qu'on puisse détourer le polyèdre qui a été imprimé et le reconstituer en pliant le papier. Et ça, je ne le savais pas, en fait, quand le livre de Wenzel Jamnitzer, là, dont ces formes sont issues, est un livre qui ne met pas la pédagogie de façon aussi évidente à l'intérieur. Mais en fait, instinctivement, en le voyant, j'étais tellement fasciné par la complexité de ces formes. Alors, en fait, le livre est décomposé en deux parties. Il y a une explication des polyèdres de façon assez plus purement géométrique au début. Et ensuite, il y a une seconde partie dans laquelle il montre des complexifications de certains des polyèdres qu'il a développés dans la première partie. Ces polyèdres sont représentés comme des sculptures qui sont posées sur des piédestals. Et ces socles, en fait, c'est ce qu'on voit.
C'est-à-dire, c'est un mélange des formes géométriques très pures qui ont été expliquées dans la première partie du volume et qui sont en même temps matinées les unes avec les autres, de telle sorte que ça puisse développer une forme qui en même temps est susceptible de pouvoir remplir l'utilité de socle. Et donc, il y a un mélange de pédagogie, d'utilitaire, je dirais pas d'architecture, mais en tout cas, bon, il y a une question d'ornement aussi qui affleure, bien sûr. Et ces objets, ils ont été gravés à l'époque, mais ils n'ont pas été réalisés. Et j'avais envie de les construire. Et donc, je les ai tous réalisés avec du plastique transparent, réuni avec du scotch. Et c'est des objets qui étaient d'une présence assez merveilleuse, qui étaient une sorte de... C'était entre l'élevage de poussière et le bijou. Il y avait quelque chose de... Et ils sont pas si compliqués que ça à construire, en fait, parce que on les décompose assez aisément en des formes géométriques simples. C'est la réunion de ces formes simples qui produit un objet complexe. Mais en fait... Et quand on voit ce travail, on se dit, ça pourrait être un travail de sculpteur qui est montré en tant que tel. Et est-ce qu'il y a un plaisir supplémentaire à les construire pour qu'ils soient photographiés? Ou est-ce que finalement, en fait, pourriez vous contenter de les construire? Il y a deux plaisirs distincts. Et je les vis de façon vraiment successive. Le premier plaisir, c'est effectivement de le construire et d'être en contact avec cette forme dans l'atelier, de la voir, de vraiment la rencontrer, de la manipuler, de la voir dans le même espace que moi. Ça, c'est un vrai plaisir. Et en même temps... je suis pas un orfèvre, donc je crée des objets à la mesure des moyens techniques dont je dispose et de mes compétences, et donc c'est un objet qui a potentiellement une durée de vie qui est faible. Le scotch, au bout de quelques semaines, quelques mois, il se décolle. L'objet, quand on le regarde vraiment de près, il a pas non plus l'illusion de perfection dont on peut le créditer en regardant l'image. Et puis... je sais pas, le fait qu'il soit tout le temps dans le même temps présent que moi quand il est à l'état de sculpture, il y a quelque chose qui manque. Et à partir du moment où il est photographié, où il a été figé, je sais pas, il y a quelque chose qui l'emmène dans un nouveau registre de perception, quelque chose qu'il le place du côté de la mémoire, il vient retrouver aussi un ensemble d'autres objets, d'autres paysages qui composent l'ensemble de mon territoire idéal. Et pour moi, le fait que ce territoire soit en même temps absent et en même temps et possibilité d'être réunis parfois quand on montre les images sur un mur. Pour moi, c'est ce rapport donc entre l'absence réelle des objets et du territoire et puis et sa capacité tout d'un coup à se matérialiser. Je crois que c'est vraiment là que je me situe et que j'ai besoin d'être parce que ça crée une sorte d'insatisfaction et en même temps elle est possiblement il y a des moments où je vois que ça existe. Mais le fait de ne pas être capable de voir que les objets qui composent tout mon territoire ne sont pas là au jour le jour, c'est un moteur qui est hyper important. Ouais. Et là, le fait de le prendre en photo, effectivement, le rend... Parce que, alors, ça nous mène peut-être à la deuxième partie. Oui, parce que son statut final de l'image, je le reprécise, là, on a une image, l'original est une image de 30 cm sur 40 et c'est une plaque de verre. Donc, ça me paraît important de le préciser compte tenu de la nature de l'objet. Et la plaque de verre, c'est donc une plaque au collodion. Et ce qui m'a toujours fasciné sur ce support, c'est que le blanc est une réflexion. Les sels d'argent sont rendus très brillants par la chimie. Mais par contre, le noir est une transparence. Et donc, je trouve que ça donne une sorte... Parce que le noir est en fait une peinture noire qui est posée au dos de la plaque. Et cette peinture noire du dos de la plaque permet à cette plaque qui, à l'origine, est un négatif, d'être perçue comme un positif. Et donc,
le fait, comment dire, on perçoit le noir dans la profondeur du verre, 2 mm, mais quand même. Et puis le fait de fabriquer une image avec de l'argent, c'est en plus avec un procédé qui a une très très grande finesse. Puis une chambre photographique qui produit des images avec des négatifs de 30 cm sur 40, c'est d'une prodigieuse générosité dans le détail. Et donc on distingue avec une acuité inouïe les moindres poussières, les empreintes de doigts dans le scotch. Il y a une sorte d'aspect très organique que le procédé offre, alors qui est absente là, dans la lecture que vous en avez sur l'écran, mais voilà, je le précise. Et pour moi, c'était une façon aussi à travers l'argent, à travers le verre, de renouer avec très modestement, à ma façon, de façon un peu homéopathique, mais avec ce qu'était Jamnitzer. Et sa grande maîtrise. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces objets qui sont dans les grands trésors d'Allemagne ou au Louvre, je crois. Il y a une Daphné en corail. Voilà, c'est un prodigieux artisan. Et là, c'est des objets qui sont plus proches de... Il y a des sortes de grandes présences un peu, pas tutélaires, mais en tout cas, il y a des... Alexandre Graham Bell est quelqu'un... je ne sais pas si vous connaissez les carnets d'expérimentation de cerfs-volants d'Alexandre Graham Bell. Après avoir inventé le téléphone, il a développé... il voulait inventer les premiers avions. Et donc, il a créé des dizaines ou au moins de cerfs-volants à structure tétraédrique avec des petits bâtons et de la soie qu'il a assemblé. Alors, il y en a certains qui assemblaient plusieurs milliers de petits tétraèdres comme ça. Et donc, il a documenté, il y a à la Bibliothèque du Congrès, il y a donc tous ces carnets qui sont en facsimilé, qui sont reproduits et qui sont fascinants parce que dans le paysage, on voit ces cerfs-volants extraordinaires en train de voler, en train d'être actionnés par des assistants. On le voit, lui, abrité sous une structure tétraédrique qui vient un peu préfigurer ce que Buckminster Fuller ou tout ça va faire après. Enfin, mais sous un mode... Alors, c'était très sérieux parce qu'il a dilapidé une grosse partie de sa fortune ou de celle de sa femme, ou les deux, je ne me souviens plus, mais il y a une sorte de... À travers ces présences géométriques dans le paysage, ce bonhomme barbu qui a l'air assez comme ça, assez sympathique, et puis là, ces moments de tension et de légèreté qu'on voit advenir. Enfin, puis c'est des images qui sont collées sur des papiers un peu jaunis par le temps. Enfin, voilà, il y a une vraie aventure qui se déroule là, scientifique. Paysagère, enfin, c'est en Nouvelle-Écosse, donc il y a un paysage qui est assez incroyable. Bon. Alors, modestement, c'est une fiction d'atelier, et les objets de Graham Bell ont été détournés. J'en ai gardé, avec des structures transparentes, c'est pas très difficile, une certaine forme de rapport à la légèreté. Et puis, c'est le plaisir aussi de réintroduire un personnage dont on n'est pas obligé de savoir que c'est moi à la fin, mais en tout cas pour moi c'est important de savoir que j'ai été là dans le rapport avec ces objets, et le plaisir que je vous disais avoir tout à l'heure quand j'avais ces objets transparents devant moi, il y a des moments où dans l'image j'ai envie de garder une trace de ça, voilà, et de cette sorte de magie que les objets véhiculent avec eux, une magie qui est due à l'histoire des formes et de ce que j'en connais ou de ce que j'en pressens. Peut-être aussi que de les photographier, ça nous met en contact. Enfin, ça nous met en contact avec la manière dont ils sont pensés, dont ils sont conçus, peut-être plus que la manière dont ils sont fabriqués. Il
Et puis peut-être aussi que l'emploi de l'image vient, vous, dans votre propre construction, c'est la phase finale d'orfèvrerie, de la manière dont vous touchez finalement à ces objets à distance. J'essaye d'avancer vers la seconde section parce que je vois que le temps file et on a rassemblé ici des travaux qui me semblaient pouvoir parler de votre rapport qui est omniprésent dans tous vos travaux à la construction des objets, la mise en place, mais aussi à la construction que moi j'entrevois beaucoup plus en termes d'édification ou d'échafaudage intellectuel que la construction entendue comme un art de bâtir. Et je trouve très intéressant la manière dont vos travaux justement déplacent l'architecture, si architecture il y a, vers cette approche de la construction comme dans sa fragilité, comme un échafaudage mental qui est pas là pour construire des systèmes stables, qui est plutôt là pour faire percevoir la fragilité de ce que c'est qu'une édification intellectuelle, l'épiphanie peut-être aussi, l'instabilité de ce que c'est qu'une construction intellectuelle. Voilà. Alors évidemment, ces travaux ont été choisis aussi parce qu'ils portent des titres qui font penser à des philosophes ou qui interpellent des philosophes. Mais je pense que c'est vraiment cette dimension de la construction mentale, une dimension de l'échafaudage mental dans sa fragilité, vraiment quelque chose qui concerne tout votre travail. Ouais, et là, c'est vrai que de façon assez littérale, en fait, la série était consacrée justement à l'ouvrage de Thomas de Kinsey sur la fin de vie d'Emmanuel Kant. Et il campe un personnage qui parvient plus à... Comment dire, ses facultés intellectuelles déclinent. Et donc, j'ai un peu rajouté quelques chapitres en imaginant quelle était... il le décrit un petit peu, Kinsey, mais quelle était la vie de cette personne qui a eu de telles facultés intellectuelles et qui vieillit et qui peut plus reposer... sur sa faculté de jugement, mais qui est obligé de composer avec un jugement vacillant, parce qu'il est plus aussi puissant. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec... je m'imaginais, dans le cabinet de philosophes de l'époque, il y avait encore quelques objets qui devaient bien traîner. Et donc, c'est une sorte de rêverie dans laquelle, effectivement, des objets rationnels se mettent à composer des ensembles ou composer des scénettes dans lesquelles l'illusion devient présente, mais en même temps, l'un ne peut pas se passer de l'autre. Et l'équilibre, ou cette sorte d'épiphanie dont vous parlez, à laquelle je suis je suis très en attente de ça, dans cette rencontre avec l'objet. Parfois, elle advient. Il y a quelque chose qui se met en place. Ouais. Et moi, ce qui continue de me charmer, c'est la façon dont ces choses-là peuvent advenir sans que ce soit un exercice de puissance pure. Il y a aussi une façon de composer avec, je dirais pas de la bêtise, mais en tout cas une forme de, je sais pas, de non-savoir ou d'intuition ou de... Oui, parce que moi, j'ai pas abordé cette série en imaginant que Kant était vieillissant et malade. Je pensais qu'il était en pleine capacité et tout simplement en train de penser, parce que c'est fragile, la pensée. C'est plus fragile que puissant. Ça travaille plus avec des doutes qu'avec des certitudes, en principe. Et ça, votre travail
vraiment, je trouve très proche de cette sincérité-là de la pensée. On est rarement dominant quand on pense, en fait, seul au moins. Alors, ça, c'est un travail qui s'appelle La méthode. La méthode. Ouais. Donc, je me suis demandé, évidemment, si c'était votre discours de la méthode, s'il y Non, avait c'est- l'exposé d'une méthode dans ce travail. Disons que oui, c'est une fausse méthode. Ouais, en fait, dans l'idée, c'était une sorte de méthode pour construire un refuge, une sorte de mode d'emploi. Donc, qui combinerait, mais un mode d'emploi dont la forme serait un peu particulière, qui combinerait en même temps des dessins explicatifs, des couleurs aux vocations, on pourrait dire, un peu signalétiques. C'est pas des couleurs très subtiles. Il y a beaucoup de orange, de jaune, enfin des couleurs qui sont destinées principalement à être très visibles. Et donc j'essaye de laisser se développer sur le paysage, un paysage uni qui me permet d'avoir une lisibilité assez bonne de tous ces traits de fil de fer que j'amène. Ce paysage uni me permet de laisser se développer donc un ensemble de constructions presque planes, mais qui sont en même temps de réels objets plantés dans le paysage. Et qui sont mobiles. Elles ne sont pas mobiles, elles en ont l'allure. Mais ce sont des morceaux de carton et des fils de fer qui sont plantés au bord de la mer et photographiés de telle sorte que les temps de pause longs permettent de lisser l'arrière-plan pour obtenir quelque chose qui soit à la fois qui relève à la fois de la page et du paysage. C'est un travail qui est ancien. Il date de 2001. L'idée le mode d'emploi est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup en tête à l'époque quand je fais ça. Et alors, c'est un mode d'emploi que vous donnez aux autres aussi pour se fabriquer des refuges? Parce que cette histoire du refuge, elle est quand même très présente. Enfin, ouais. Il y a les cabanes, il y a les refuges, il y a les pièges, il y a pas mal de choses dans lesquelles qui sont censées pouvoir nous abriter. Oui, l'abri est quelque chose d'hyper important. En fait, c'est le fait de comprendre. En fait, le moment où je comprends que j'ai besoin de m'abriter dans mes images et que je comprends la façon dont je dois, pour pouvoir le faire, pour pouvoir m'illusionner moi-même, la façon dont je comprends que je dois construire ces abris, c'est à ce moment-là que le travail commence. Et c'est vraiment la notion d'abri, c'est vraiment quelque chose que j'ai, qui est vraiment, le mot est présent, quoi. Vraiment, je me dis, je veux construire un abri, et c'est là où j'en viens à bâtir des choses au bord de l'eau. Mais dans l'abri, il y a aussi cette approche de la construction fragile, en tant que quelque chose de fragile. Ouais. Un abri, c'est pas un bunker, quoi. C'est quelque chose de plus. Après, à ce moment-là, je lis la poétique de l'espace. Pour moi, ça a été quand j'avais quoi. C'était en fin des années 90. Et pour moi, c'était une sorte de révélation. Et donc, l'idée que l'abri puisse être fragile, mais que sa fragilité n'empêche pas d'en faire un espace d'une intimité qui est à la fois exposée et heureuse. Et comme il y a l'image du nid qui est beaucoup développée dans un des chapitres du livre, et il évoque cette ambiguïté. Il n'y a pas d'architecture plus fragile ni exposée, et en même temps, elle est usée jusqu'à la corde pour décrire un espace dans lequel on est protégé. Ça, c'est vrai que je vous avais proposé de la mettre dans cette partie objet de pensée, puisque j'ai trouvé ça
étonnant comme travail. On a évidemment l'habitude de voir des photographes essayer de photographier l'architecture au plus près de l'image de conception, hein, plus que des bâtiments tels qu'ils sont réalisés et construits. Mais alors vous poussez le bouchon carrément loin, puisque vous photographiez l'architecture construite comme un dessin. Ouais, là pour le coup, oui, c'est une des seules séries depuis un certain nombre d'années dans lesquelles je photographie le travail d'un autre. Mais j'ai eu un tel choc quand la première fois que j'ai vu une photographie du cimetière de Scarpa, Brion Vega, c'était une photographie qui avait été commandée par Monsieur Dubois, un photographe dans les années 80, je crois que c'était Daniel Boudinet, qu'il avait envoyé photographier le complexe funéraire. Et quand j'ai vu cette image, mais j'étais, il y en avait vraiment, c'était un détail, mais je sais pas, j'ai eu une sorte de choc. J'ai eu de cesse que d'aller le voir cet endroit. Et donc en discutant avec je me souviens plus de son prénom, Dubois, et puis en lisant des choses qu'il a écrites, et puis en allant sur place, je me suis rendu compte que le rapport au dessin, je crois que Scarpa a fait 1000 dessins, enfin et puis il y a un rapport aussi à la ruine. Il était dans son idée, c'était un ensemble qui devait. Alors maintenant on le fige parce qu'on le conserve, mais dans l'idée c'était quelque chose qui devait se détruire progressivement, qui devait être laissé dont la ruine devait advenir. Et donc je l'ai photographié en essayant évidemment de garder l'espace, le volume et le détail, puisque le détail, là, c'est une architecture qui est tellement raffinée dans ses détails. Mais en même temps, j'avais envie qu'il revienne aussi à cet état premier du dessin et de certains aspects à la fois précis et indéterminés. Voilà. D'ailleurs, c'est par le détail qu'on arrive à savoir que c'est l'architecture qui est photographiée. Sinon, très difficile de s'en rendre compte. Alors j'ai un peu cette frustration de ne pas être Scarpa et de l'avoir fait moi-même, mais c'est vraiment un espace idéal, quoi. Enfin, le fait qu'il soit délimité. En fait, dans mon imaginaire, quand je travaille, j'ai tout le temps cette métaphore du territoire. Et le fait quand je développe une série, je borde toujours un certain territoire. Il y a toujours ce territoire, il est ponctué d'un certain nombre de références ou d'idées, d'images. Et à l'intérieur de ça, une fois qu'il est, on va dire, relativement convenablement bordé pour moi. Il y a une forme de liberté qui se déploie, mais je pense que beaucoup d'artistes font ça. Mais moi, l'idée que ce soit un vrai territoire, un morceau de paysage, un vrai territoire où on pose les pieds, même si c'est pas toujours le cas. En tout cas, dans mon imaginaire, c'est hyper important. Et quand j'ai découvert cet espace, le fait qu'il soit totalement mis à la main de cet architecte. Il y a une sorte de grande méditation là, et puis il est bordé par des murs. Il tient du jardin. Il a un rapport évidemment au sacré. Et puis j'ai l'impression d'exister dans une image. C'est plus que ça, mais cette idée du dessin et la façon dont il se projette et la liberté qu'il me laisse en même temps, parce qu'il y a le jardin et c'est complètement solidaire de l'espace du jardin. Pour moi, je suis resté 2 fois 5 jours, mais je restais toute la journée dans l'espace à cet endroit-là pour faire les images. Et c'est une expérience qui était très intense. Vous parliez de cette manière de délimiter, parce que moi je n'avais pas prévu d'en parler, mais quand je regardais votre travail, je pensais beaucoup à des développements de Warburg qui parlent de cette pulsion, de la délimitation du périmètre. Il a écrit des choses très très belles là-dessus. Et c'est vrai que c'est marrant que vous l'évoquiez, parce que je pense qu'il y a quelque chose
chez vous de très, très lié à cette pulsion-là. Et en même temps, lui, il en fait une activité, il fait de la délimitation du périmètre l'essentiel de l'activité symbolique. Et de l'activité de jeu. Et enfin, voilà, c'est des développements, je pense, qui pourraient vous intéresser. Ça, ce sont de petites plaques de verre Oui. sur lesquelles dont je me suis donc toujours cette technique du collodion, mais qui m'intéressait pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, où donc je vous l'ai dit, le noir est en fait la transparence de la plaque et le blanc est son opacité, qui réfléchit la lumière. Et ces formes sont des formes, c'est des sortes d'avatars de la sculpture minimale, de formes mélancoliques, des sortes de faux polyèdres, qui ont en même temps relèvent du volume. On en a certains indices et en même temps, sur une bonne partie de leur surface, nient leur possible existence en tant que volume. Voilà. Et puis c'est des images dans lesquelles la matérialité de l'image photographique a une forme d'exubérance et de grande présence qui fait qu'elle en semble un peu épaissie, alors que l'objet lui-même a tendance bien que ce signe noir soit extrêmement présent, sa matérialité a tendance à disparaître. Moi, je pensais que c'était intéressant de les regarder aussi à côté ou en même temps que les monolithes, parce que pour moi, c'est à la fois des travaux qui sont formellement très proches et qui sont presque opposés pour moi. C'est-à-dire que là, moi, quand je regarde ça, je pense à une phrase d'un vers de Valéry, l'immense certitude monolithe, une espèce de pensée comme ça, très, très, très pas autoritaire, mais dans son unicité. Et puis les polyèdres qui me semblent plus proches de votre univers, qui sont plutôt des images, des objets de confusion, enfin des objets d'incertitude. Je pense que vraiment c'est le domaine de l'incertitude, c'est vraiment presque un espace dans votre travail. Ouais. Pour moi, l'incertitude, elle se nouait peut-être aussi autour de l'eau et de la façon dont la profondeur de l'eau communique avec la pénombre de l'extérieur, dans certaines, la nuit notamment. Là, en l'occurrence, c'est un peu anecdotique, mais c'est une série que j'ai fait à Dieppe, et on m'avait expliqué que lors de la tentative de débarquement de Dieppe, pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars canadiens se sont fait... ils n'ont jamais pu monter la côte parce qu'elle était en galets. Et les chenilles ripaient sur les galets. Et donc, ils se sont fait trouer la peau au bas de la dune. Et donc, j'imaginais ces formes géométriques à contre-jour sur l'eau, abandonnées. Et en fait, c'est... ça, puis avec la prise de conscience aussi d'un certain rapport à la nuit que j'ai pu avoir, qui font que le travail s'est construit. Quoi. Puis voilà, Tony Smith, évidemment. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'est une série qui est un peu, comment on pourrait dire, pour moi, l'aboutissement de ce travail, c'est la série qu'on a vue avant. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ce que vous avez ressenti aussi. Moi, j'ai ressenti ça aussi. Et il a fallu que j'en passe par là. Puis techniquement, à l'époque, il y a des choses que je cherchais mais que je ne savais pas faire. Le territoire se borde aussi avec la technique. La technique, c'est-à-dire ce territoire imaginaire, pour moi, il se borde aussi avec une technique photographique. La technique photographique, elle vient d'une certaine période de temps. Et elle amène avec elle des perceptions qui sont celles d'une époque. Les différentes techniques photographiques, alors moins aujourd'hui, parce que la question du progrès fait qu'il est parfois difficile de faire la différence entre une photographie qui a été faite en 1980 et une photographie aujourd'hui. Mais entre la naissance de la photographie et le milieu du XXe siècle, il y a un tel écart dans la façon de montrer le monde que moi, ça m'emmène dans un
un espace de temps dans lequel l'objet que je construis va rencontrer cet espace de temps, si vous voulez. Et donc l'espace imaginaire que je construis, le territoire imaginaire, il est aussi bordé par ça, ou sous-tendu, ou je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il y a la technique, elle vient donner une dimension temporelle qui n'est pas simplement formelle. Ah oui, il y avait peut-être la vidéo qu'on peut lancer. Alors, pour cette troisième partie, on va d'abord regarder une série d'images avant de revenir dessus pour en parler. Ce sera plus simple.
Voilà, j'avais proposé qu'on regarde d'abord l'ensemble des images parce que je voulais sur cette troisième partie qu'on aborde vos différents rapports au paysage. Alors peut-être que c'est la même chose qu'au territoire dont vous parliez, peut-être que c'est un petit peu différent. Pour moi, c'est un peu différent en tout cas. Et j'ai été assez intéressée par le fait que je trouve qu'il y a vous avez des approches très hétérogènes de ce terme de paysage, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de vos travaux qui est pour moi dans un rapport très, très direct avec, disons, les dynamiques élémentaires du paysage qui se construit au travers de rencontres avec des événements que vous rencontrez en cours de chemin. Voilà, dans quelque chose qui est dans un rapport de la photographie au paysage qui est presque celui qui utilise la photographie presque comme un transmetteur d'énergie, quoi. Et puis une autre manière d'approcher le paysage dans des dimensions presque pittoresques, enfin très liées à l'optique en tout cas, à la mise en perspective de l'espace. D'autres qui touchent à des dimensions plus cosmologiques du paysage. Et alors il y a des travaux dans lesquels vous allez vers une approche, vers une autre, et puis il y a des travaux aussi qui hybrident, ou en tout cas moi j'y retrouve des approches contradictoires à l'intérieur du même travail. Et c'est pour ça que j'ai usé de cette petite coquetterie du tiret entre distractions pour dire ça. Il y a des travaux qui me semblent être tirés en deux directions opposées et être dans une forme de distraction du paysage, c'est-à-dire hésiter entre deux approches ou en tout cas travailler avec des approches contradictoires du paysage. Ouais. Et je demeure avec des sentiments contradictoires sur ces images aussi, et en même temps, elles sont hyper importantes pour moi dans ce qu'elles signifient que j'ai pu construire dans le paysage, de ce que j'ai pu y découvrir. En l'occurrence, cette vidéo-là de ce petit squelette d'oiseau, qui est une trouvaille absolument fortuite. L'image qu'on voit là, c'est quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire, en fait, ce squelette était dans un état de décomposition suffisamment avancé pour que la chair ait disparu, mais que les tendons soient toujours là. Et donc, il reliait les os entre eux. L'oiseau était posé au bord de l'eau. Et par curiosité, je l'ai soulevé par la tête. Et donc, j'ai vu qu'il tenait. Bon, c'était grand comme ça, c'était vraiment petit. Et je l'ai reposé dans l'eau et une bulle d'air s'est coincée dans la boîte crânienne et il suivait le courant. Et le courant se substituait à la force vitale de l'oiseau pour le faire se mouvoir. Et dans ce style, cette image isolée de la vidéo, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un reflet de lumière qui passe dans la partie émergée du crâne et qui fait qu'il y a ce reflet du crâne anamorphosé à la surface de l'eau, qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Et alors que ce soit la trouvaille de cette petite faucheuse, que ce soit l'émerveillement de voir le courant se substituer à la force vitale et développer une sorte d'illusion pleine de la force de la nature, quoi, pour créer devant moi cette chose qui tient du pré-cinéma, de Holbein, il y avait tellement, il y avait tellement de réminiscences, d'images qui me sautaient aux yeux en regardant cette chose devant moi. Et j'avais rien fait. Je l'ai vu, je l'ai mise dans l'eau, mais c'était une sorte de pur cadeau, l'arrière-plan, la vase,
au bénéfice de cette rencontre, je le savais, mais j'expérimente à un niveau d'intensité que j'ai jamais revécu depuis, mais que le paysage recèle comme ça des sortes ouais, je sais pas, c'est à la fois une bulle de temps, c'est une bulle d'image, mais d'un temps, c'est pas comme le pied qui bute sur le pavé de l'hôtel de Guermantes. C'est un temps qui est pas qu'à moi, c'est un temps qui me dépasse et avec lequel tout d'un coup je rentre en contact. Et qui m'est tellement étranger temporellement, et c'est comme si cette chose, elle m'attendait pour éclore, et elle me paraît tellement singulièrement ancrée dans la matière et en même temps tellement loin dans le temps, cette image, tellement ancrée dans quelque chose de distant, que moi j'en suis jamais revenu. Enfin, il y a quelque chose qui m'émerveille au sens premier, de cette image-là en particulier, de la vidéo, de cette rencontre. Ouais, voilà. Ouais. Mais il y avait de ça aussi dans certaines images des tempestaires. Ouais, ou à travers le geste, je renoue. Ça, c'est en fait pour conjurer une peur de la nuit. Donc, je vais marcher j'habitais pendant longtemps sur l'estuaire de la Gironde, et donc j'allais marcher dans les marais en bas de mon village la nuit. Et par jeu, je me mets à jeter des bois dans l'eau en déclenchant, mais à l'oreille. C'est-à-dire, j'entends le bois tomber et je déclenche l'appareil. Et j'étais très intrigué, alors déjà par le résultat. Bon, il y a un aspect un peu sexuel évidemment, mais surtout ce qui me plaisait, c'était cette sorte de jaillissement, le fait qu'on distingue il y a une forme de brutalité, il y a aussi le fait qu'on voit le sol qui est normalement caché par l'eau. Et j'étais très intrigué par cette image, par le bois, et donc je cherchais qu'est-ce qu'il y avait là derrière, qu'est-ce que ça voulait dire frapper la surface de l'eau, enfin quelque chose d'un peu stupide en soi, enfin en apparence. Et donc je suis tombé sur cette légende des tempestaires, qui étaient des sorciers dans l'ouest de la France dont on créditait de la capacité à créer des tempêtes en frappant la surface de l'eau durant la nuit. Et donc les gouttes d'eau, la surface de l'eau se pulvérisait, montait et créait des nuées qu'ils avaient, soi-disant, la capacité d'envoyer à des fins destructrices sur un village, une exploitation. Mais vous hésitiez à montrer ces images. Parce qu'elles sont effectivement une partie de votre travail qui est plus discrète. Enfin, j'ai pas réussi à résoudre la façon de façon satisfaisante pour moi, la façon de les matérialiser. De les matérialiser, c'est-à-dire en tant qu'image. Elles sont trop photographiques. Peut-être. Ouais. Pas assez sculpture encore. Ça viendra. Mais moi, je trouvais ça important de les montrer parce que je trouve qu'elles transmettent un rapport peut-être brutal ou en tout cas plus vital au paysage qui me semble rejouer. Enfin, en tout cas, travailler de manière très, très différente dans d'autres travaux. Ouais, elles sont le fruit aussi de ma vie, de la façon dont je vivais quand j'habitais dans ce village. Et j'avais une grande fascination pour des choses pour ce que j'y voyais et qui étaient des choses assez inhabituelles pour moi. J'étais, en termes les interactions entre les humains, les animaux et le paysage, la présence de la nuit, le marais. C'est un paysage qui se redéfinit beaucoup en fonction des saisons et des marées.
marais, les marées, l'air, enfin il y a une forme de légèreté, puis il y a aussi quelque chose d'assez puissamment parfois tragique. J'ai vu des choses d'un autre, enfin oui, comme ce petit squelette qui me paraît émaner d'un autre âge, mais j'ai vu aussi des scènes de chasse, des choses très troublantes dans la façon dont elle venait faire vaciller ma perception du temps, du monde dans lequel je vivais. J'ai même retrouvé au milieu de cette violence-là aussi, cette intensité. Je partais avec ces gens enfin, il y avait un engagement physique pour pouvoir accéder à ça, qui pour moi est hyper central toujours d'ailleurs, dans ma façon de vivre le paysage, quoi. Il y a une dimension du coup émotionnelle aux images qui sont dans une autre, qui sont peut-être moins construites aussi. Plus en prise avec quelque chose. Bon, là, on est devant cette image. C'est une image. Voilà, il faut être dans le vif de quelque chose, dans le vif de la vie. On ne peut pas l'élaborer. En l'occurrence, si, c'était un petit peu préparé. Ah. Ouais. Alors. Parce qu'en fait, je cherchais à me retrouver au milieu de la peur des oiseaux. C'est des vols de martinets et qui, quand ils arrivent dans leur dortoir pour la nuit, c'était un bois de petits arbustes épineux. C'était assez hostile. Et donc, c'était leur dortoir. Et j'y allais à un moment donné où la nuit tombe sur eux et ils ne veulent plus partir. Et donc, il y a Georges Chiras, qui est ce photographe qui est précurseur de la photographie animalière, qui travaillait la nuit sur un canoë au début du tout début 20e aux États-Unis, et il approchait avec une minuscule lampe des animaux en train de boire, avec un flash et un appareil à souffler prêt à être déclenché à l'avant de son canoë. Il y avait quelqu'un qui était à l'arrière qui pagayait dans un silence le plus absolu. Et au dernier moment, il tirait un coup de feu en l'air et il envoyait le flash. Et ça, je ne connaissais pas cette histoire au moment où j'ai fait l'image, mais je travaillais comme ça. Et donc, je me mettais au milieu des oiseaux, dans une odeur de ménagerie absolument incroyable. Et puis, avec cette pression de la masse des oiseaux au-dessus de moi, et je criais au moment où j'envoyais l'éclair de flash. Et là, je me retrouvais dans une sorte de maelstrom entre la peur des oiseaux, la mienne. C'était des sortes d'expériences en fait sensorielles et émotionnelles que j'essayais d'avoir dans le paysage. Et ça, je suis pas arrivé à le matérialiser dans l'image après. L'image, elle a une forme de beauté, d'intérêt, mais si je raconte pas ça, et du coup, après chacun peut y voir ce qu'il veut, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est pas fini. Et c'est en tout cas voilà, une approche qui est très très différente de celle qu'on voit là dans ce travail qui s'appelle l'astrophile, qui est complètement à l'inverse dans une forme de distance et de contrôle, en tout cas de rapport au paysage et à l'étendue qui est très mise en scène par des appareils optiques, des dispositifs plutôt que des appareils optiques. Oui, c'est un mélange d'objets d'optique, d'objets d'astronomique, de cartographie, d'arpentage, qui sont des domaines qui m'ont beaucoup fait rêver depuis une vingtaine d'années. Ça part un peu du livre de Kepler sur l'exploration de la Lune, dans lequel il mélange des observations liées au mouvement des astres qui sont très, très exactes, et en même temps une sorte de rêverie un peu folle dans laquelle il décrit aussi bien son voyage vers la Lune que le voyage de son héros, du narrateur vers la Lune, que les créatures qu'il y rencontre. Et là, je campe une sorte de personnage qui est à cheval entre le scientifique, je lis beaucoup, j'ai une grande affection pour Valère Novarina et ces personnages
comme dans le discours aux animaux, de cette sorte de personnage qui est à la fois prophète, lecteur de modes d'emploi. Enfin, on ne sait pas très bien s'il s'adresse à des gens, si les gens sont derrière lui et qu'il s'adresse au vide. Voilà. Et donc, il y a un aspect à la fois érémitique et ridicule de ce personnage, et auquel je suis très attaché. Et donc le personnage est là avec tous ces sortes d'appareillages qui tiennent à la fois du schéma, comme les premières géométries qu'on a vues, qui tiennent à la fois du refuge, du dessin. Et il se dilue dans ce territoire qui est l'estran, mais qui pour l'occasion devient un espace lunaire, voilà. Et un peu théâtral, bien sûr. Je m'aperçois qu'il est 20h20, ouais. Déjà, et que le temps passe beaucoup trop vite pour la densité du travail que vous faites. Vous voulez qu'on passe à une autre série ? Peut-être que juste s'arrêter sur je croyais voir des pièges, peut-être, juste la fin, de peut-être dire quelques mots sur là, c'est encore une rencontre d'une sorte d'après une perception. Pareil, il y a un pan entier d'histoire de l'art que j'aurais pu découvrir d'une autre façon, mais que là, je découvre de façon sur la base d'une intuition dans le paysage, et qui va me permettre donc d'ancrer toutes ces connaissances historiques par rapport à cette perception-là. En l'occurrence, ce sont des carrières abandonnées de pierre calcaire de Charente-Maritime, dans lesquelles je pénètre avec une certaine appréhension, et j'ai peur de tomber dans des trous, ce qui est fréquent dans ces endroits-là. Et en fait, en déambulant dans l'espace, je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait, les endroits où je circulais dans les carrières, c'était le trou dans lequel j'avais peur de tomber. J'étais déjà dedans. Et que donc je déambulais dans un espace d'où on avait extrait des blocs parallélépipédiques qui étaient destinés à construire des architectures ailleurs. Mais quand ils étaient extraits, ils avaient déjà une forme vaguement parallélépipédique, mais quand même. Et donc je déambulais dans une sorte de souvenir de formes géométriques qu'on avait déplacées. D'une sorte de négatif. Ouais. C'est une architecture par soustraction, bien sûr, mais avec une forme particulière. On ne l'a pas enlevé par petits bouts, on a pris un certain soin pour en retirer des blocs d'une certaine forme. Et puis, donc de là, donc de cette peur de tomber, de l'idée que je déambulais dans un espace où le souvenir de ces blocs était toujours là. Ça faisait un moment que je regardais aussi des choses sur la chaîne de verre, sur voilà, les avant-gardes, Bruno Taute, tout ça. Enfin, et puis le jeu que Bruno Taute a construit, qui s'appelle Dandana, un jeu en bloc de verre de plusieurs couleurs, qui était destiné à je ne sais quels enfants, mais en tout cas un jeu magnifique. Et donc de cette déambulation dans les carrières, de cette rêverie sur l'architecture de verre, j'ai élaboré mon propre jeu à partir de plaques de verre, qui sont en même temps une sorte de matérialisation du souvenir de ces blocs qu'on a envoyés ailleurs. Et une première version de ces architectures transparentes qu'on reverra après sous forme des blocs de Jamnitzer. Et là, c'est une transcription aussi de la rêverie de la chaîne de verre, de voir des architectures, des paysages qui seraient sillonnés par des architectures de verre qui seraient imperceptibles et omniprésentes. Et que ça, ce sont des pièges. Et pour moi, c'est des sortes de pièges, oui, au sens ou des illusions, oui, au sens voilà. Et il se trouve que c'était pour l'exposition au musée de la Chasse, et à ce moment-là, j'avais pris connaissance d'une tradition de chasse qui s'appelle la chasse aux toiles. Et donc on tendait des toiles dans la forêt pour canaliser le gibier jusqu'à un point déterminé où le roi attendait.
Et donc l'idée d'avoir cette forêt sillonnée par des paravents tendus, de telle sorte que ça canalise la circulation, que ça change l'espace, mais qu'en même temps on n'y coupait aucun arbre, on ne changeait pas l'état des choses, enfin on n'enlevait rien, on ramenait quelque chose mais qui changeait le rapport à l'espace, qui amenait une forme d'autorité sur la façon de le traverser, mais qui construisait quelque chose. Voilà. Donc en fait, je suis parti de ce point-là pour développer ces sortes d'architecture transparente en corde, qui reprend donc aussi la corde, c'est aussi la chose dont on se sert pour le coller. Donc je croisais un peu les outils et les sources. Je me suis demandé si dans ce travail, quand j'ai vu ce travail, je me suis dit, est-ce qu'il considère que l'image est un piège pour le paysage ? Pour le paysage ? Ouais. Non. 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 Alors, on va... Je ne sais pas si vous voudrez dire quelque chose sur cette dernière série. Peut-être qu'on peut la regarder presque sans rien en dire. Elle était faite parce que il y a une chose. Donc il y a énormément, on l'a vu, de travaux qui ça c'est un ensemble qui s'appelle Cabane. De vos travaux qui construisent donc des abris, des refuges, des cabanes. Et j'étais très intriguée du fait que ces cabanes ou ces abris paraissaient relativement inhabitables, en tout cas qu'ils étaient inhabités, et que par ailleurs, il y a tout un tas d'autres travaux qui, justement dans ce jeu entre l'image, le dessin, la photographie, la construction, crée un espace qui n'existe que dans l'image, qu'on pourrait presque qualifier d'espace intermédiaire, dans lequel vous vous glissez, dans lequel vous habitez. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de finir cette projection ici par une série de travaux où il me semble que l'image devient votre abri. Ouais, là, c'est peut-être une transcription littérale de cette idée-là pour moi, mais j'ai besoin de ces... Enfin, il y a un aspect très littéral aussi. Et là où la littéralité est peut-être battue en brèche, c'est dans la fragilité des choses que j'amène. Finalement, c'est ça qui les sauve. Et c'est ça qui me met en même temps j'allais dire en demeure, mais en tout cas qui empêche que je me réfugie convenablement là-dedans, dans ces choses et dans l'image. Et dans l'image aussi. En fait, les choses sont énoncées, elles sont posées, et la fragilité des objets représentés fait que ça ne nuit pas forcément à l'image, mais ça nuit à la crédibilité de l'objet, et du coup de la tension entre les deux. Peut-être que ça, voilà, les choses se situent là. Moi, j'ai beaucoup hésité à poser ce mot d'habiter, qui est un mot un peu lourd, et je me suis beaucoup demandé en regardant ces images, je me suis dit mais ça me rappelle quelque chose d'une expérience. Et je me dis, j'ai fini par trouver que ça me rappelait la manière dont on joue à habiter quand on est petit, en se mettant sous la table pendant que les autres déjeunent ou discutent. Et j'ai cette espèce d'espace autre où on peut construire une autre manière d'exister. Bien sûr, ouais, il y a vraiment une dimension de jeu, mais de jeu dans lequel je m'engage avec toute la force de ma capacité à croire dans l'illusion que j'ai moi-même construite. Ouais. Là, le point de départ de ça, c'était... Mais voilà, c'est qu'un point de départ, c'était l'autoportrait de Lissitsky. Et avec le compas, avec le... Ça fait partie des travaux qui évoluent, qui commencent comme ça, et puis qui sont repris un petit peu plus tard, dans lesquels tout d'un coup vous vous glissez.
Là, la question du dessin, en fait, j'ai longtemps vécu mon rapport au paysage à travers la question du dessin. Et l'idée d'avoir un dessin en volume, un dessin qui existe physiquement dans le paysage, ça a commencé comme ça. Le paysage il y avait une intention forte de faire percevoir le paysage comme une page. Et donc d'amener les objets sur le paysage de la même façon que moi j'avais pu voir des objets dans les livres, sur le fond de la page. Et donc voilà. Et là je me glisse entre les deux, quoi.